Alors bonjour à toutes et à tous. On va démarrer même si quelques personnes manquent et non des moindres puisque notre président Gérard Michaud a des petits problèmes de train mais il va pas tarder. Donc merci d'être venu ce matin. Pour commencer, je vais évidemment vous donner les grandes lignes des éléments innovants qu'on va vous apporter ce matin, en laissant des temps importants. D'ailleurs, je vois mon président qui arrive, donc on peut effectivement commencer. Trois éléments clés qu'on va voir ce matin. Évidemment, tout d'abord, une sorte de bilan à mi-parcours de l'année 2017. Où en est-on? Quels sont les éléments clés sur deux choses? D'une part, les motivations des consommateurs pour consommer encore plus de produits bio et aller vers davantage d'agriculture biologique en France. Et ça nous donnera l'occasion de parler plus spécifiquement de l'accessibilité des produits bio. On aura l'occasion d'avoir plusieurs témoignages intéressants sur des opérations assez exemplaires pour rendre les produits bio plus accessibles, avec notamment l'intervention de Dalila Abbas et Marc Terzoglio et Boris Tavernier. D'autre part, on verra précisément le nombre d'agriculteurs, de transformateurs, de distributeurs qui sont passés en bio au cours de ce premier semestre de l'année 2017 et bien sûr aussi les éléments du marché. Ensuite, on prendra le temps de regarder ce qui se passe autour des états généraux de l'alimentation, qui sont un moment, comme vous l'avez vu, assez fort en ce moment, qui a été lancé par le Premier ministre et d'autres ministres lors du 20 juillet, lors de la séance de lancement, mais qui sont surtout maintenant dans la phase vraiment de réunion intensive. Et là, on y reviendra de façon détaillée avec Gérard Michaud sur la partie organisation de ces ateliers et du travail des acteurs de la bio pour intervenir dans ces ateliers, mais aussi plus précisément sur les propositions que les acteurs de la bio que l'on peut coordonner vont mettre sur la table au cours de ces états généraux pour répondre aux enjeux qu'on aura vus dans la première partie. Et enfin, en troisième partie, on regardera à nouveau les questions d'emploi qui sont évidemment primordiaux aujourd'hui. On avait montré au mois de mai que la bio fin 2016, c'était au moins 118 000 emplois directs sur l'ensemble de la chaîne production, transformation, distribution. Du coup, on va regarder plus précisément maintenant comment ça se traduit dans le futur et surtout comment on va accéder et permettre de former des gens pour ces postes-là, puisque c'est un vrai enjeu. Créer de l'emploi, c'est très bien en nombre, il faut le satisfaire d'un point de vue qualité. Et donc ça nous permettra de regarder plus précisément ce qu'on va faire jeudi prochain, le 21 septembre, lors du salon Tech et Bio qui sera présenté aussi par Jacques Pior pour les chambres d'agriculture. Et dans ce salon, donc, on fera des assises nationales consacrées exclusivement à cette question de quelles sont les difficultés aujourd'hui pour pourvoir des emplois, quelles sont les compétences majeures et aussi et surtout comment on va les mettre en œuvre, c'est-à-dire quels sont les dispositifs de formation qui commencent à se déployer. En particulier Frédéric Danhé, que j'ai perdu entre-temps, voilà, qui est au fond, merci Frédéric, qui sera l'animateur de ces tables rondes de jeudi matin quand on sera donc sur place à Bourg-les-Valences. Le cas échéant pourra répondre tout à l'heure à des questions si vous voulez en savoir un peu plus sur les intervenants de ces assises. Donc sans plus attendre, je vais commencer par le premier point, la question des attentes des Français sur la bio. On fait, comme vous le savez, à l'agence Bio tous les ans un baromètre justement où on interroge l'ensemble des Français, qu'ils soient consommateurs de produits bio ou pas. Ce qui est très intéressant cette année, et en partie c'est lié au lancement des états généraux de l'alimentation, c'est qu'ont été posées et remises des études complémentaires qui vont pour grande partie dans le même sens de ce qu'on pouvait dire depuis des années, voire même qui amplifient le message sur ces attentes des Français. Alors revenons d'abord sur les résultats du baromètre Agence Bio 2017. En quelques éléments clés, 9 Français sur 10 qui disent dans l'année qui vient de s'écouler, j'ai consommé au moins partiellement ou de façon légère, mais des produits bio. 7 sur 10 disent même je le fais de façon régulière, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Et puis, si on regarde le dernier graphique en bas qui est complémentaire, et pour ceux qui sont loin, je vais bien dire les chiffres, on est passé en un an de 10% à 15% de la population française qui dit je consomme tous les jours des produits bio. Donc ces éléments d'évolution, vu l'endroit où on est, on ne va pas être très étonné par ces résultats, sont quand même à noter. Deuxième élément qui, lui, se projette plus sur le futur, c'est que donc 80% des gens enquêtés, 82% disent qu'il est important de développer l'agriculture biologique en France.
Sur quoi repose cette volonté de développement? C'est sur la confiance actuelle, puisque 83% des Français font confiance aux produits bio. Et donc on sait que le vrai enjeu des années à venir, c'est de maintenir, voire encore de développer si on peut, cette confiance. Et que comme toute confiance, elle est forcément fragile et qu'elle reposera sur la solidité de ce qu'on pourra mettre en place, nous acteurs de la bio, pour l'avenir. Et puis au passage, 29% des Français disent en intention, je compte consommer davantage de produits bio dans les mois qui viennent. Donc c'est aussi ça un élément clé qu'on va mettre en exergue. Élément suivant qu'on a mis en évidence et qui là aussi est confirmé par toutes ces études qu'on va voir après, c'est bio et local. C'est vraiment très très fort. Donc deux choses qu'on a mis en évidence. D'une part, 85% des Français disent clairement, moi ce qui m'intéresse dans des produits bio, c'est qu'ils soient locaux. Au passage, dans le détail de l'étude qu'on a publiée, c'est assez intéressant de regarder que c'est très marqué par l'âge des consommateurs. Quand vous avez plus de 65 ans, ce qui va finir par nous arriver tous rapidement, vous passez à pratiquement 100% de gens qui disent le bio c'est local. Donc c'est un peu moins vrai pour des plus jeunes, et c'est quelque chose qui est très linéaire. Plus vous allez avancer en âge, plus pour vous, il y a une question forte de lien entre manger bio et manger des produits locaux. Et puis d'autre part, ce qu'on avait pointé, on a dit aux Français, qu'est-ce qui vous amènerait à consommer davantage de produits bio? Et la réponse est de dire, si j'en trouve plus chez l'artisan commerçant près de chez moi. Donc même si on sait tous que cet artisan commerçant près de chez soi, quand on habite notamment dans des villes moyennes en France, il est de moins en moins présent, que les centres-villes se sont assez désertifiés au niveau commerce, mais c'est intéressant aussi de dire que ça peut justement être un moteur pour, dans certains cas, réinstaller ça. On le verra aussi dans les témoignages tout à l'heure de ces démarches innovantes qui ont été mises en place. Elles répondent aussi à ça. Et plus précisément, 67% plébiscitent leur boucher charcutier en disant je consommerais bien davantage de viande bio si j'ai quelqu'un qui m'explique, enfin c'est comme ça qu'on l'interprète, qu'est-ce qu'il y a derrière la bio, pourquoi cette viande elle est un peu différente éventuellement, comment elle a été fabriquée, etc., etc. Donc le contact humain qui est très important. Et enfin, sans aller trop dans le détail dans tous les résultats qu'on a eus parce qu'ils sont nombreux, rappelons le podium, dans cette semaine olympique on peut faire ça, le podium des critères préférés des Français sur la bio. Pourquoi on consomme bio? On retrouve le même ordre que depuis des années, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces trois critères se resserrent et qu'en particulier le troisième, sur la qualité et le goût des produits bio, a vraiment progressé de façon spectaculaire depuis quelques années. En clair, avant, on mangeait bio parce qu'on était persuadé que c'était bon pour sa santé, bon pour l'environnement, et sans trop caricaturer, parfois on faisait un petit effort en n'étant pas forcément convaincu de la qualité gustative du produit. Là, on voit bien qu'il y a eu des progrès assez nets dans ce registre-là. En tout cas, la perception des consommateurs a très nettement bougé, et on va justement retrouver ça sur d'autres études. Donc justement, deux autres études qu'on va vraiment vous montrer rapidement pour montrer cette cohérence et surtout qu'est-ce qu'on veut chercher derrière ça, c'est dire comment va être l'avenir de la bio. Première étude, celle du CREDOC, alors qui date un peu mais qui a été remise en perspective dans le cadre des États généraux, qui date parce que comme vous le voyez, elle est régulière, elle a lieu à intervalles réguliers tous les 7 ans, 7-8 ans, donc il y a eu une étude en 2000, en 2007 et en 2015. Et à chaque fois, le CREDOC pose des questions assez détaillées et surtout prend le temps d'aller rencontrer les consommateurs chez eux pendant 1 heure ou 2. Donc c'est vraiment une enquête qui est très différente de celle qu'on mène nous. Elle va beaucoup plus loin sur le comportement des consommateurs, des Français en général d'ailleurs, parce que c'est pas forcément que la consommation. Enfin là, c'est des questions consommation. La question qui était posée, je la lis pour ceux qui sont loin, c'était si je vous dis aliments de qualité, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit sans rien proposer comme mot? Il y a 17 ans de ça, donc en 2000, ce qui ressortait, c'était bon et goût. Et on voit, pour ceux qui ont une très bonne vue, que le mot bio était un peu cité, mais très légèrement. En 2007, à la même question, qu'est-ce qu'un aliment de qualité? Là aussi, on retrouvait évidemment le goût, et le mot numéro 1, c'était frais. On voit provenance, label, et on voit que bio a un peu progressé dans les 10 premiers mots. Et en 2015, à la même question, le mot numéro 1 qui ressort, c'est bio, et avec après des choses comme viande, légumes, produits, à nouveau frais et fruits. Deuxième étude qu'on voulait citer, elle est beaucoup plus récente, elle est sortie en juin dernier. Elle est réalisée par l'ANSES. Là aussi, c'est une étude régulière qui est faite régulièrement par l'ANSES. C'est la 3e étude. Alors le petit mot de ces études, ça s'appelle 1K. Donc c'est l'étude individuelle nationale des consommations alimentaires. Donc là, on est vraiment sur un focus alimentaire très clairement.
Et cette étude, donc troisième édition, c'est la première fois que l'ANSES propose des questions sur la bio. Sur un K1 et un K2, il n'y avait pas de questions, donc on ne peut pas comparer, mais en tout cas c'est intéressant. Et il y a un point sur lequel on avait envie de faire focus, parce que c'est un sujet très fréquent dont on va reparler tout à l'heure, qui est quels sont les consommateurs de bio. Est-ce que ce sont de fait, comme on l'entend parfois, des consommateurs qui habitent en ville, qui ont des moyens, qui sont plus fortunés que d'autres? Est-ce que ça reste ça le profil type, ou est-ce qu'il évolue comme nous on le laissait entendre dans une partie de nos études? Là, l'ANSES a été plus loin que nous sur la caractérisation des catégories socio-professionnelles. Cette étude a été citée d'ailleurs par certains cet été, pas forcément complètement, puisque notamment ce graphique sur dans les différentes catégories socio-professionnelles, quelle est la part de consommation bio, sachant que pour être caractérisé consommateur bio au sens de l'ANSES et de cette étude en un cas, c'est assez, comment dire, il faut vraiment consommer beaucoup de produits bio. C'est-à-dire qu'on considère qu'un consommateur bio rentre dans cette catégorie si pour au moins une des catégories de produits qu'il consomme, il consomme majoritairement ou totalement en bio. Donc vous voyez, c'est quand même, c'est pas nos 90% tout à l'heure de Français qui disent une fois de temps en temps je consomme un produit bio. C'est vraiment des gens qui sont assez investis là-dessus. Donc on retrouve sans surprise comme catégorie socio-professionnelle qui consomme le plus de bio pour soi ou pour ses enfants. Donc pour soi c'est en orange, pour ses enfants c'est en vert, les cadres et professions libérales. Donc là on n'est pas surpris. Entre guillemets, si je peux dire, à l'autre bout de la chaîne, sur ceux qui consomment un peu moins de produits bio, donc autour de 20% pour eux ou pour leurs enfants, on retrouve les ouvriers. Donc là, on dit, bah oui, ça confirme bien, c'est une question de revenus. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les professions entre les deux points, puisque la deuxième profession en France qui consomme le plus de produits bio, à 50% pour leurs enfants et à plus de 40% pour eux-mêmes, ce sont les agriculteurs. Après, on va retrouver des retraités, des professions intermédiaires. Donc on voit bien que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste une question de revenus, c'est probablement une question, à nouveau, comme tout à l'heure, d'attachement au terroir, d'attachement au local, de connaissance des réseaux, etc. Enfin voilà, on ne livre pas toutes les réponses sur là-dessus, tout n'est pas interprétable facilement. En tout cas, je crois que ça corrige un peu cette impression que la question est uniquement financière. On ne va pas nier le fait que les produits bio sont plus chers et qu'il y a un enjeu, mais on voit bien que c'est plus large que ça. Deuxième partie de cette présentation maintenant, la question du premier semestre de l'année. Quels sont les chiffres clés que l'on peut vous donner sur les premiers éléments? On a intitulé cette séquence volontairement le fait de dire que la croissance est toujours aussi forte, vous allez le voir, mais qu'il y a des vrais défis qui sont encore plus apparents. Ils l'étaient déjà l'an dernier, mais ils étaient peut-être masqués par une croissance vraiment exceptionnelle en 2016. On va voir qu'il y a vraiment des questions qui se posent et ça nous permettra après de parler évidemment de ces fameux états généraux de l'alimentation. Alors quelques chiffres clés à la mi-2017, donc fin juin de cette année. On a maintenant en tout plus de 51 000, presque 51 500 entreprises qui sont engagées en bio. Donc je vous rappelle, ce sont des gens qui sont notifiés à l'agence bio parce qu'ils ont une activité qui peut être contrôlée. Donc c'est trois types évidemment de professionnels majoritairement. D'abord les agriculteurs, ensuite transformateurs de produits et enfin les distributeurs. Donc c'est toute cette catégorie. Ça fait une progression de 9,3% par rapport à fin 2016, qui est là aussi une des progressions les plus importantes depuis toujours. Plus précisément, on va commencer par regarder le monde vraiment de la production agricole. On reviendra après à ce qu'on appelle les opérateurs de l'aval. Sur la production agricole, vous voyez, on en est à plus de 35 000 agriculteurs aujourd'hui qui sont en bio. Les projections qu'on peut faire, qui sont pour l'instant évidemment partielles, puisqu'on peut pas, elles seront détaillées dans les mois qui viennent, et en particulier, comme d'habitude, c'est au mois de mai de l'année suivante qu'on est capable de donner des chiffres définitifs. Là, on fait des règles de 3, si je puis dire, sans exagérer le trait, c'est un peu ça. On arriverait à 1,77 millions d'hectares en bio, dont un tiers sont en conversion, donc on est toujours dans une dynamique vraiment très très forte. Ça représente à peu près 6,5% de la surface agricole utile en France et 8% des fermes françaises aujourd'hui, et puis 11% de l'emploi agricole. Progression donc importante des surfaces, 15% en 6 mois quand même, ça fait quand même beaucoup. Éléments principaux sur la production sont là. On peut le détailler sur un autre élément qui est l'arrivée de nouveaux producteurs en bio.
Là, je vais vous donner des éléments vraiment très précis parce qu'encore une fois, ces producteurs, ils sont bien notifiés dans notre base de données, donc on a vraiment des chiffres précis. Premier élément important, c'est de comparer évidemment avec le premier semestre 2016 qui est un peu notre référence, en tout cas en termes de chiffres importants de passage en bio. On a entre le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017 la même progression, on va dire, vous voyez à quelques producteurs près, du solde d'agriculteurs qui sont en bio en France. Donc ces fameux 35 000, pratiquement 300 dont je parlais tout à l'heure, ils ont progressé d'à peu près 3 000, comme ça avait été le cas l'an dernier. Simplement, ce qui est important à noter, c'est qu'en fait, on le met d'ailleurs dans le titre, l'an dernier, on avait dit qu'il y a eu 21 nouvelles fermes bio par jour au cours du premier semestre de l'année 2016. En 2017, vous voyez qu'on est un petit peu moins fort. Ceci étant, on y reviendra tout à l'heure, c'est déjà des chiffres très, très importants. Donc pourquoi est-ce que ce solde est le même ? Tout simplement parce qu'il y a également eu moins d'arrêts. C'est-à-dire que d'habitude, on a des nouveaux agriculteurs qui passent en bio et des arrêts, comme toujours, et on fait un solde. C'est ça qui, l'an dernier, donnait 2996 précisément. Là, vous voyez qu'on a presque le même chiffre, avec moins d'engagements nouveaux, même si l'écart n'est pas énorme. Mais par contre, on a aussi moins d'agriculteurs qui ont arrêté d'être en bio, et notamment arrêté leur activité d'agriculteur, ce qui est souvent la cause numéro 1. Plus précisément sur les filières, et encore une fois, pour l'instant, en tendance assez grossière, si je puis dire, on a davantage d'agriculteurs qui sont en culture légumière, en viticulture et dans les élevages avicoles, oui, mais dans les élevages avicoles. Un ralentissement assez net dans la question laitière, en tout cas sur ce premier semestre 2017. Là aussi, on fera le lien tout à l'heure avec le marché, mais également sur les ovins allaitants. Et enfin, un bon maintien dans un sujet important, puisque c'est toute la question des grandes cultures, dont vous savez bien entendu qu'elles ont un enjeu à la fois d'alimentation humaine, mais aussi et surtout d'alimentation animale dans les élevages. Et puis donc les élevages bovins allaitants aussi se maintiennent. Élément suivant, toujours sur la production, sur les agriculteurs, cette carte de France qui essaye de montrer deux choses. Elle est un peu chargée, mais je vais vous détailler et vous expliquer comment il faut la lire. Tout d'abord, la couleur des départements se lit en termes de solde, c'est-à-dire combien d'agriculteurs bio dans chaque département à la fin juin 2017, donc en ce moment. C'est ça les couleurs. Donc on retrouve évidemment, comme depuis plusieurs années, pratiquement tout le sud de la France et une grosse partie de l'ouest, avec des départements qui ont franchi, mais il l'avait déjà fait la fin de l'année dernière, la barre fatidique des 1000 agriculteurs par département. On va les citer parce que notamment un d'entre eux est important pour nous dans quelques jours, c'est le Gers et la Drôme. Mais on voit davantage évidemment de départements qui sont dans la catégorie juste en dessous, entre 750 et 1000 fermes bio dans le département. Deuxième information, ce sont ces triangles verts. On les a volontairement donné une autre connotation que ce qu'on avait pu faire par le passé, c'est cette fois-ci en pourcentage de progression. Et là, ce qu'on voit d'intéressant, c'est qu'il y a des régions de France qui, effectivement, sont plutôt dans des couleurs montrant qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'agriculteurs bio, mais par contre, qui sont dans une dynamique très forte. On cite volontiers les Hauts-de-France, en partie l'Île-de-France aussi, en tout cas les résultats sont spectaculaires, le Grand Est, la Normandie aussi, les départements d'outre-mer, en tout cas pour certains d'entre eux, et puis la Corse. Donc là, on est vraiment sur des départements qui étaient plutôt, encore une fois, et qui sont encore aujourd'hui à un nombre d'agriculteurs bio qui n'est pas aussi impressionnant que certains départements du Sud, mais où il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer. Donc c'est un phénomène qu'il faut vraiment qu'on regarde de près et qui va peser dans les discussions avec les régions sur la mise en place des aides dont on a beaucoup parlé récemment. Parlons maintenant plus précisément dans le deuxième point des autres acteurs économiques de la bio, donc au-delà des producteurs. Évidemment, rôle clé des producteurs, c'est bien la porte d'entrée de tout, mais après, il faut transformer les produits bio et les distribuer. Ce premier semestre 2017 marque une période record en termes de nouveaux acteurs en bio hors agriculteurs. Vous avez vu que sur les agriculteurs, on est au même niveau que l'an dernier, qui était là aussi un chiffre très important. Là, on a une progression qui est la plus forte qu'on ait jamais eue sur cet ensemble d'acteurs que sont les transformateurs et les distributeurs de produits bio. En particulier, on a 11% de progression sur les distributeurs bio. L'an dernier, on avait signalé que au cours de l'ensemble de l'année 2016, on pouvait considérer qu'un magasin bio s'était ouvert en France tous les 2 jours.
on est en 2017 parti sur une tendance plus forte encore, puisque l'augmentation du nombre de magasins bio sur le premier semestre 2017 est un petit peu inférieure à l'ensemble de l'année 2016. Donc vous voyez qu'on est presque 2 fois plus rapide là-dessus, sur l'ouverture de magasins bio, sans tenir compte en plus du fait que pour certains magasins, on est plutôt dans des tailles de magasins plus importantes qu'on était par le passé. Donc il y a un phénomène de préparation de ces acteurs de la distribution bio. Si on revient sur les transformateurs, qui est le deuxième point important, là aussi, un chiffre très impressionnant d'augmentation du nombre de transformateurs. Vous voyez, sur 6 mois, 934 PME, TPE principalement, du territoire français qui se sont installés pour transformer des produits bio. Quand on dit transformateur, bien sûr, ça peut être de la transformation très compliquée, mais c'est aussi pour ce que certains consommateurs considèrent à peine comme de la transformation. Ça peut être la préparation de produits frais, on peut conditionner des produits, on peut transformer en rendant du lait consommable sur des longues durées. Enfin voilà, c'est pas forcément de la transformation au sens de produits très compliqués, ça peut être la première transformation de base qu'on connaît en agriculture et en alimentaire. Mais en tout cas, on voit bien finalement derrière tout ça, on peut en conclure un élément clé, c'est qu'on a l'outil de transformation et de distribution de produits bio en France qui continue à se structurer, à se développer, et donc qui peut répondre à la demande des consommateurs, en tout cas de son côté, comme on l'a vu aussi du côté partiellement des agriculteurs. Passons maintenant du côté du marché. Que s'est-il passé au cours de ce premier semestre 2017 ? On voit que globalement, on a une progression de 14% du marché de la bio au premier semestre 2017, ça c'est le premier chiffre, qui est à comparer l'an dernier à la même époque, on vous donnait un chiffre de 20% de croissance sur le premier semestre 2016. Alors évidemment, il faut se méfier de ces chiffres en pourcentage, puisque évidemment, plus on augmente en volume, plus le pourcentage à même montant d'euros aurait tendance à être plus faible. On a aussi une différence de répartition un peu entre grandes surfaces et magasins spécialisés bio, puisque ça faisait 2 ans en tout cas que la consommation était majoritairement tirée par les magasins bio. Là, en pourcentage en tout cas, et en euros aussi d'ailleurs, c'est plutôt la grande distribution qui a un peu plus progressé, puisqu'en euros, vous voyez qu'on est à un peu plus de 270 millions d'euros de progression sur le premier semestre, contre 150 du côté des magasins spécialisés bio. Évidemment, à ce moment de l'année, pour nous, c'est trop court pour pouvoir vous donner des chiffres sur le sujet des ventes directes et de la restauration hors domicile. Donc on a les 2 principaux circuits d'alimentation bio qu'on peut vous donner. Le reste, on viendra plus tard dans l'année. Ce qui est important à regarder aussi, bien sûr, c'est quels sont un peu les moteurs de croissance, si je puis dire, en tout cas les produits qui ont le plus progressé. On retrouve l'épicerie à plus 20%, les fruits et légumes, même si bien sûr c'est une catégorie un peu trop large en soi, puisque vous le savez, il y a eu des conditions climatiques autour de mars-avril de cette année avec du gel tardif qui fait que sur certains fruits, on n'a quasiment pas de production, en bio ou en conventionnel. Puis inversement, il y a des productions, en particulier, comme d'habitude, probablement que le secteur des fruits exotiques continue à progresser de façon importante d'année en année. Et puis on a les boissons non alcoolisées dans lesquelles on a mis les bières, ça c'est un peu bizarre de notre part, surtout vu nos origines les uns les autres, qui sont à plus 30%. Ce qui est important à regarder pour faire le lien après sur la suite des enjeux de la bio dans les années à venir, c'est que derrière ces chiffres de croissance qui sont certes importants, y compris en termes de marché, on ne va pas faire la fine bouche par rapport à des progressions aussi importantes, on peut quand même maintenant dire de plus en plus que ces chiffres auraient vocation à être plus importants si on avait la capacité à proposer des produits. La question de notre capacité en termes d'acteurs de la bio en France aujourd'hui à répondre à la demande par laquelle on a commencé tout à l'heure, c'est-à-dire cette demande vraiment structurante des consommateurs qui veulent davantage de produits bio, davantage de produits bio locaux, qui ont du goût, qui ont de la qualité, etc., elle se heurte quand même aujourd'hui à ce qu'on peut appeler des pénuries. Alors on les a séparés en 2 grandes catégories. C'est pas facile à faire, mais c'est aussi pour éclairer le débat. Je dirais la première catégorie est un peu conjoncturelle, mais quand je dis ça, en même temps, les conditions climatiques, et c'est pas mon voisin agriculteur que je vais le dire, c'est tous les ans qu'elles peuvent être particulières, elles sont toujours un peu particulières, des fois il a trop plu, des fois au contraire il a fait trop sec, etc. Donc c'est vrai que sur le lait c'est très très net, la sécheresse qui a sévi toute l'année 2016
notamment dans l'ouest de la France, mais pas que, aussi en Auvergne notamment. Enfin, il y a eu beaucoup de régions de France qui ont été touchées par une sécheresse très dure. Évidemment, en bio, ça se note encore plus fort, puisque la nourriture des animaux sur la ferme, en herbe et en céréales, est forcément une conséquence de cela. Concrètement, ça veut dire qu'au premier semestre 2017, on n'a pas collecté de plus de lait bio en France qu'on en avait collecté au premier semestre 2016, alors qu'on avait un certain nombre de fermes laitières en plus qui étaient passées en bio, enfin qui étaient certifiées bio, puisque vous savez qu'il faut 2 ans, donc ça correspondait aux conversions de la fin de l'année 2014 et début 2015, qui avaient été certes moins fortes qu'en 2016, mais qui étaient quand même importantes. Il y a aussi certains légumes qui ont fait défaut, on pense notamment aux pommes de terre qu'on retrouve peu, à des courgettes, etc., qui ont été victimes de conditions météorologiques particulières aussi. Mais aussi, ce qu'il faut noter, c'est la question du manque d'approvisionnement, et c'est pour ça qu'on a remis aussi le lait au même niveau, puisqu'il y a eu les deux sujets qui se sont combinés, c'est-à-dire que vous savez, puisqu'on en avait parlé plusieurs fois, que les conversions en lait vers la bio ont été importantes en 2016, mais que pour l'instant, évidemment, ces produits ne sont pas dans les rayons puisqu'on attend les 2 années de conversion. Donc à partir du deuxième semestre 2017 et surtout à partir de 2018, on devrait avoir à nouveau davantage de lait et de produits laitiers dans les magasins. Pour l'instant, on est clairement dans ce qu'on a appelé cette situation de pénurie et je crois qu'il faut vraiment en avoir conscience parce que c'est pas simple de le voir quand on voit ces chiffres de croissance importants. Il y a deux choses qui se combinent. En clair, si on n'avait pas ces situations de pénurie, on aurait probablement une croissance beaucoup plus importante encore du marché. C'est pas qu'on cherche des croissances exceptionnelles à 30% qui nous intéressent. C'est juste pour bien vous éclairer sur le fait de dire ne nous laissons pas penser que parce qu'il y a des chiffres de croissance importantes, tout va bien, on répond à la demande, etc. Non, c'est vraiment un sujet important qu'il faut qu'on ait tous en tête et qu'on s'attelle bien à cette question. Sur les manques d'approvisionnement, on peut citer de façon très nette aussi les viandes et œufs. Quand le chiffre entre parenthèses, c'est quoi? C'est de dire ce secteur, si je puis dire, hein, passez-moi l'expression, mais n'a progressé que de 14%. On sait qu'on pourrait faire des progressions plus importantes et encore une fois, la question n'est pas de dire on fait de la progression pour de la progression. Ça répond à toutes les demandes des consommateurs qu'on a vues tout à l'heure. Pour l'instant, on n'y répond que partiellement. Il faut du temps et des décisions, on y reviendra juste après. Et sur les vins bio aussi, on sait que cette progression de 15% est inférieure à ce qu'on serait capable de faire, mais elle est là aussi freinée par le rythme de production, notre capacité de production, très clairement. Du coup, je vais laisser la parole à Gérard Michaud, parce que la troisième partie de notre intervention est maintenant consacrée aux états généraux de l'alimentation, en faisant un lien très clair avec ces deux premières parties, c'est-à-dire encore une fois, des attentes de la société française très fortes sur la bio, une réponse qui est globalement pour l'instant satisfaisante avec des taux de progression d'agriculteurs, de transformateurs, de distributeurs et un marché qui va plutôt bien, mais des vraies questions autour de ces questions de pénurie. Et en gros, comment prépare-t-on l'avenir? Les états généraux de l'alimentation. Le thème des états généraux n'est pas forcément de préparer la bio des années à venir. Vous comprenez bien que les états généraux comptent toutes les formes d'agriculture et aussi tous les moyens de commercialisation, tous les modes de production. Le souhait, apparemment, de ces états généraux, qui sont quand même des choses, c'était quand même quelque chose de nouveau, d'innovant, c'est de mettre autour d'une grande table les producteurs, les consommateurs, les transformateurs et les commerçants, autour d'un sujet, l'alimentation. Est-ce une nécessité? Est-ce une expérience? Une volonté profonde de changement? L'avenir nous le dira. La thématique alimentation est découpée en 14 ateliers de réflexion. 2 jours et demi par atelier, 57 personnes par atelier. Ça donne à peu près, selon mes calculs, 800 cerveaux en action sur une même question. Soit 12 000 heures de cerveau humain en action. Peut-être pas tous, je ne sais pas. Hein. Mais normalement, la théorie voudrait que le nombre d'heures soit là. Je pense que vous avez tous lu un petit peu le mode de déroulement de ces états généraux. Pour la bio, déjà c'est un défi organisationnel. Un défi organisationnel, en tout cas pour nous, les petites structures. Pour l'agence bio, comment ça se passe? Plutôt bien. Sur 14 ateliers proposés, on a été retenu dans 5 chantiers, dans 5 ateliers. Et bien sûr, ça nous a mobilisé beaucoup de personnes.
On ne peut pas être présent dans tous les ateliers, mais le bio est toujours représenté dans au moins les 14 ateliers. Au moins une personne, sinon 2, voire 3, parfois 4. Comme on ne peut pas être tous présents dans les ateliers au niveau de l'agence bio, on a mis en place, avec les familles que nous représentons, un blog qui nous permet, après chaque réunion, de faire le point de ce qui s'est dit, comment ça s'est organisé, ce qu'on a entendu, et de signaler les idées que chacun a poussées dans chaque atelier. Ce qui permet d'avoir à la fin quelque chose qui est une synthèse un petit peu de la pensée bio et des attentes des bio. Alors les ateliers dans lesquels nous sommes, les voilà. Mieux répondre aux attentes des consommateurs en termes de qualité nutritionnelle et environnementale. D'ancrage territorial, bon, vous savez lire, vous voyez. Je ne vais pas tout reprendre. C'est intéressant. C'est intéressant ne serait-ce que de confronter les idées, de voir les cheminements des productions, voir les engagements que prennent certains, aussi de suivre, d'écouter les exemples qui sont mis lors de ces états généraux, voir les organisations un petit peu particulières, notamment sur l'engagement des contrats, pour faire des contrats plus qui soient un petit peu innovants, où on va retrouver une part de contractualisation aussi bien à la production, avec un retour sur investissement pour les producteurs. C'est intéressant, on ne sait pas ce qui va en sortir, mais au moins ça permet à toutes les familles de parler entre elles. Il y en a qui ont un petit peu plus de parole que d'autres, mais enfin bon, ça c'est aussi le jeu de la démocratie parfois. Le bio au milieu de tout ça, nous sommes souvent cités en exemple. C'est bon, c'est bien d'être cité en exemple, mais c'est parfois un petit peu aussi un petit peu lourd. Parce que, vous savez, quand on dresse un petit peu la tête, on s'attend toujours à ce que quelqu'un nous donne un coup de pied dans les tibias pour nous la faire baisser. Bon, ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est d'avoir un cahier des charges clair. Pas de produits de synthèse, pas de produits OGM. Une forte reconnaissance auprès du consommateur, un cahier des charges reconnu au niveau européen et une reconnaissance mondiale au travers des organisations d'IFOAM. Des grands principes, rendre aux consommateurs qui souhaitent une alimentation saine, amélioration du cadre de vie, amélioration des conditions d'élevage des animaux, protection des sols, protection des ressources. Tout ça, ça rentre un petit peu dans ces chantiers. Nous avons aussi la chance d'avoir une organisation professionnelle assez forte, avec une vision commune de la bio. Au sein de l'agence bio, je ne vous apprendrai certainement rien en disant que sont représentées les chambres consulaires, des chambres d'agriculture, la FNAB, le syndicat national, la Fédération nationale des agriculteurs biologiques, le SINABio pour la transformation et COP de France pour ce qui est du regroupage et la production des cultures. Nous avons aussi une table de discussion commune, l'agence bio. Tout cela fait des envieux. Un observatoire de la production, de la transformation, de la mise en marché, de la consommation, une plateforme de discussion entre les acteurs, un service de communication et de promotion, une organisation professionnelle en lien étroit avec les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement et nous aimerions bien aussi auprès des régions. Mais ça, c'est dans les souhaits. Pour compléter ce que disait Gérard, on a sur cette plateforme d'échanges qu'on a construite, on aboutit maintenant pour la suite finalement de ces chantiers et les propositions qu'on pourrait faire à deux grands niveaux de propositions que vont porter les acteurs de la bio. Tout d'abord, de façon vraiment structurante, ces éléments qui sont là, c'est-à-dire demander à ce que soit construit un plan spécifique dédié à l'agriculture biologique sur les 5 ans qui viennent, ce qui devrait être assez logiquement la suite de ce que tu disais sur cette participation aux États généraux. Ce qui est important, c'est de dire qu'il faut encore plus, sans doute que dans le passé, que ce plan de développement de l'agriculture biologique, pour répondre aux enjeux qu'on a vus tout à l'heure, soit co-construit avec l'État, bien entendu, comme interlocuteur numéro 1, mais avec une place très importante des conseils régionaux et aussi d'ailleurs des agences de l'eau qui sont de plus en plus présentes sur ce sujet.
Ce que l'on a défini entre les différents acteurs de la bio présents notamment au sein du conseil d'administration de l'agence bio, c'est de dire que ce plan, pour faire le lien avec ce qu'on a vu ce matin, doit répondre à un objectif très clair, c'est qu'on doit être capable d'atteindre l'autosuffisance des filières bio pour répondre aux attentes des consommateurs français. C'est vraiment l'objectif évident aujourd'hui. Il est, comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant plutôt atteint. On avait montré récemment que la plupart des produits consommés par les consommateurs bio aujourd'hui en France sont d'origine française, mais on voit bien, comme on l'a montré tout à l'heure, que cette question, elle est largement devant nous, que la question des pénuries qu'on évoquait tout à l'heure est un vrai sujet qu'il va falloir, vu l'augmentation de cette demande et de cette consommation de produits bio, si on veut continuer à y répondre correctement, il va falloir passer, je dirais, à la vitesse supérieure. Du coup, plus concrètement, on a déjà mis sur la table, je dirais, 5 propositions concrètes. Ça ne veut pas dire que on va s'arrêter là. On n'est que au milieu de la première période de ces États généraux qui se termineront fin novembre. A priori, le président de la République devrait intervenir à mi-parcours, donc autour du début du mois d'octobre, pour déjà donner quelques éléments d'arbitrage. Sur ces 5 premières propositions, la première, c'est de pérenniser les dispositifs d'aide aux producteurs bio pour financer le changement de pratique et pour financer ce qu'on appelle les services environnementaux et sociaux rendus par les producteurs bio. Deuxième élément, la priorisation de l'accès au foncier pour les installations en agriculture biologique. Vous savez qu'en bio comme en non bio, l'enjeu des 10 années à venir, c'est l'arrêt d'un certain nombre d'agriculteurs qui, vont être atteints par la limite d'âge ou en tout cas auront, j'espère pour eux, le droit de prendre une retraite largement méritée. On a une pyramide des âges comme dans beaucoup de métiers qui est un vrai sujet, mais du coup on a un sujet de foncier agricole qui va être très prégnant. Troisième point dont on entend beaucoup parler, c'est de proposer d'introduire au minimum 20% de produits bio dans les cantines collectives, en restauration collective, notamment les cantines scolaires. On a entendu la position très claire du président de la République sur 50% de produits de qualité, de produits locaux, de produits bio. Et on dit dans cette catégorie, il faudrait que 20% d'entre eux soient en bio, du bio local, comme on a vu tout à l'heure, évidemment. Quatrième point, d'augmenter le fonds Avenir Bio pour la structuration de filières, qui est un fonds qui est géré par l'agence bio depuis quelques années maintenant. Pour juste vous donner quelques repères, dans les 4 dernières années, ce fonds qui a mobilisé les 12 millions, sur les 3 dernières années, 12 millions de financement, puisque c'est 4 millions par an, ça a quand même permis de lever 56 millions d'euros sur l'ensemble des acteurs, donc un bel effet levier, pour financer quand même 38 programmes de structuration de filières dans le territoire français. Donc on voit bien que c'est les outils qu'il faut absolument développer, qui permettent de mettre en relation, comme l'a bien précisé tout à l'heure Gérard Michaud, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs associés dans des mêmes projets pour que, encore une fois, on crée de l'emploi et de l'activité économique bio dans les territoires. Et enfin, 5e proposition qui est déjà sur la table, c'est d'orienter des outils de financement privés en direction de la bio. L'exemple le plus significatif, c'est d'orienter 1% des encours du livret de développement durable que beaucoup de Français aujourd'hui ont pour épargner vers justement spécifiquement des projets d'agriculture biologique au sens, encore une fois, de toute la chaîne. Donc voilà pour ces premières propositions clés, mais encore une fois, la question d'un plan structurant à 5 ans est évidemment tout aussi importante, mais on voulait très clairement avoir les 2 objectifs, à la fois un travail de fond qui aura soit lieu pendant les États généraux, soit juste après avec tous les acteurs qu'on a cités, notamment les conseils régionaux, et que dans ce plan, on ait, impérativement ces éléments structurants qui sont là. Élément d'éclairage aussi de ces États généraux, c'est la question de l'emploi. On avait montré récemment que la bio en est aujourd'hui à près de 118 000 emplois, en tout cas fin 2016, sur l'ensemble des secteurs, production bio, transformation, distribution. C'est une progression quand même de 38% en 4 ans, de 8% par an de l'emploi. C'est un vrai sujet, c'est des emplois qui sont dans les territoires français, qui sont pourvus par des gens qui travaillent dans ces différents métiers. Et justement, la question suivante qui se pose aujourd'hui, c'est comment les pourvoir, parce qu'on va montrer par d'autres études, c'est notamment, vous connaissez probablement pour certains d'entre vous le scénario After 2050, qui lui-même montre que ces enjeux d'emploi dans finalement la transition écologique et en particulier agricole sont évidemment en développement et vont continuer à se développer. Donc l'idée, c'est de travailler maintenant encore plus spécifiquement sur comment on peut pourvoir ces emplois, comment apporter
de la compétence et de la formation à des personnes qui sont soit des jeunes en formation, soit, et c'est là-dessus qu'on va regarder de façon plus précise pendant nos assises, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont plutôt sur des métiers qui, eux, demandent peut-être moins de personnes aujourd'hui. Et en face, on a des entreprises de la bio qui disent nous, on a besoin de salariés compétents, on manque de personnes, etc. Donc on va organiser jeudi prochain, le 21 septembre, dans le cadre du salon Tech & Bio, sur lequel reviendra Jacques Pior tout à l'heure, qui évidemment fait plein d'autres choses intéressantes pendant 2 jours. On reviendra pendant ces assises sur ces questions-là, en faisant témoigner à la fois des professionnels de la bio qui ont trouvé des solutions innovantes pour pouvoir ces postes, mais aussi des organismes de formation dans le domaine agricole, dans le domaine des chambres des métiers, etc., pour montrer comment on peut résoudre vraiment cette question, ou en tout cas avancer sur cette question de l'emploi. Donc Frédéric Danry, qui est là-bas au fond de la salle, sera l'animateur de cette table ronde, de ces tables rondes qui auront lieu donc jeudi matin, le 21 septembre, au lycée Le Valentin de Bourg-les-Valences, donc qui est un lycée agricole 100% bio dans son exploitation et qui, tous les 2 ans, mais ça Jacques reviendra tout à l'heure dessus, fait l'organisation, aide à l'organisation de ce salon Tech et Bio. Voilà, maintenant on va passer au 4e point de cette conférence de presse, dédié plus spécifiquement à la question fondamentale de l'accessibilité des produits bio. Comment faire pour que, notamment dans les situations qu'on a vues tout à l'heure de tension sur les produits, et de prix qui sont toujours assez différenciants sur la bio, on puisse justement permettre à des consommateurs d'accéder à des produits bio, y compris quand eux-mêmes sont en situation un peu plus difficile. Donc je vais passer la parole dans un premier temps à des acteurs qui vont vous montrer des expériences intéressantes. On va commencer par Biocop et le GESRA, qui vont vous expliquer qui ils sont précisément. Donc Dalila Abbas et Marc Terzuglio, je vous propose de venir prendre la parole. Merci. Bonjour à tous. On est ravis de pouvoir vous présenter aujourd'hui une initiative de partenariat innovant qui a été construit entre deux partenaires aujourd'hui, qu'on peut clairement appeler partenaires, donc le fonds de dotation Biocop et l'association GESRA. Donc préalablement peut-être vous donner 2-3 informations sur le GESRA. Le GESRA, c'est le groupement des épiceries sociales et solidaires en Rhône-Alpes-Auvergne. C'est une association qui a été créée en 2004 et qui fédère aujourd'hui environ 42 épiceries sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les 4 missions principales du réseau, c'est évidemment représenter les épiceries, les faire connaître et reconnaître dans leur dispositif original, accompagner à la création des épiceries, accompagner des porteurs de projets, animer et former le réseau. On a des actions de formation importantes et puis enfin approvisionner les épiceries, et c'est là que c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit pour rendre les produits bio notamment plus accessibles. Le GESRA s'inscrit clairement dans la défense d'un droit à l'alimentation de qualité durable pour tous. Et donc on parle de l'objectif étant de développer une plus grande justice alimentaire. Donc moi je vais vous présenter le fonds de dotation Biocop. Donc la coopérative Biocop a créé un fonds de dotation qui est un fonds de solidarité permettant de soutenir des actions de solidarité sur les territoires, contribuant au développement durable des territoires. Et on est parti d'un constat de départ, notamment d'une étude, l'étude ABENA, l'étude sur l'alimentation et l'état nutritionnel des bénéficiaires de l'aide alimentaire, qui a démontré que les personnes en situation de précarité rencontraient des pathologies comme l'obésité, le diabète, les problèmes cardiovasculaires, de par les produits qu'ils pouvaient bénéficier dans des structures d'aide alimentaire comme les épiceries sociales ou de solidarité alimentaire. Et donc, un des axes d'intervention que nous avons mis en place, c'est l'accès à l'alimentation bio pour tous, et notamment aux personnes en situation de précarité. Et c'est comme ça que nous avons rencontré le GESRA pour mettre en place ce programme d'accessibilité de la bio pour ces personnes vulnérables. Effectivement, parallèlement à ce constat qui a été fait sur la base de l'étude ABENA, le GESRA avait engagé une petite étude pour mesurer la qualité des produits qui sont aujourd'hui mis à disposition des personnes au sein des épiceries sociales et solidaires, et notamment en grande partie, alors évidemment il y a la banque alimentaire, mais il y a également tous les dons qui sont remis par la grande distribution. Et on a constaté effectivement qu'on était là face à des produits qui avaient
qui n'étaient pas forcément, qui répondaient pas forcément aux attentes de nos bénéficiaires en termes de qualité, notamment nutritionnelle, mais également gustative, on l'évoquait tout à l'heure. Et donc cette source d'approvisionnement ne répond pas effectivement à notre ambition de proposer une alimentation variée et équilibrée. D'où c'est à l'issue de ces deux constats que nous avons rencontré le fonds de dotation Biocop et que nous avons donc décidé de co-construire des actions visant à améliorer l'accessibilité à tous de ces produits bio, et notamment les produits bio bruts, et notamment en vrac. Et décider également d'accompagner ce développement d'actions de sensibilisation aux produits bio. C'est un partenariat qui s'est vraiment construit sur un partage de valeurs communes et sur donc un constat partagé, et nous avons donc co-construit ces actions. Alors à date, il y a une dizaine d'épiceries qui sont impliquées, également une dizaine de magasins sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Comment se traduit ce partenariat? Le fonds de dotation Biocop apporte un soutien financier dans la mise en œuvre, l'installation de meubles distributeurs de produits vrac dans ces épiceries. Nos équipes magasins accompagnent et forment les équipes salariées et bénévoles des épiceries dans la gestion du meuble vrac, à savoir comment le monter, la question de l'hygiène du meuble vrac, l'approvisionnement, quel type de produits peuvent-ils proposer à leurs équipes. Donc c'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Donc c'est tout cet apport de compétences que apportent nos équipes magasins au profit des équipes du GESRA. Troisième grand volet de notre partenariat, c'est la sensibilisation à la consommation de produits bio. Alors ça ne se décrète pas. Les produits bio doivent évidemment être accessibles en termes pratiques, donc il faut qu'ils soient présents dans nos épiceries. Il faut qu'ils soient également accessibles financièrement, mais il faut aussi qu'il y ait cette compréhension du produit, et j'allais dire un accès culturel. C'est-à-dire qu'il est utile d'informer, d'expliquer, notamment le lien alimentation-santé auprès de notre public, pour que la consommation de ce type de produits se développe. Et donc on a mis en place un certain nombre d'actions. Alors ça passe par les ateliers cuisine, mais ça passe aussi par des formations sur la nutrition, ça passe par des ateliers d'échange sur la consommation et les modes de consommation de ces produits, notamment les produits vrac. Et puis dernier volet, on a pour la première fois organisé en avril 2017 une collecte bio. Alors elle était assez innovante dans le sens où tout d'abord c'est une collecte à destination d'un public en difficulté économique et qui a été alimentée par des produits bio, donc, et qui a impliqué 11 magasins Biocop et 8 épiceries de la région Rhône-Alpes. Enfin, de la région lyonnaise, pardon. Et donc, il y avait cet aspect collectif. La collecte a été ensuite répartie auprès des 8 épiceries. Donc, c'est une très grosse opération qui permet effectivement de rendre visibles et accessibles les produits bio. Et puis, le deuxième point important de cette collecte, c'est que pour la première fois, on a organisé une collecte qui a montré une solidarité sur tous les maillons de la chaîne, c'est-à-dire que les magasins Biocop chez lesquels les collectes s'effectuaient ont accepté, avec beaucoup d'entrain, de reverser la marge générée par la vente des produits qui étaient collectés, de reverser cette marge au GESRA qui l'a utilisé pour créer un fonds de solidarité pour les membres du groupement. Voilà, ça c'est une approche un peu innovante des collectes alimentaires. Alors Vrac c'est né il y a maintenant 3 ans et demi sur un constat assez similaire. Quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est souvent obligé d'orienter sa consommation vers le moins cher. Donc l'objectif de Vrac c'est de lutter contre ces inégalités en matière de consommation et de démocratiser les produits bio spécifiquement dans les quartiers populaires. Donc on est implanté, moi je développe des groupements d'achat dans une douzaine de quartiers de l'agglomération lyonnaise où généralement 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Donc acheter bio, pour eux, c'est pas du tout la priorité. Donc d'ailleurs,
au début du projet, à chaque fois que j'arrive dans un nouveau quartier, je ne viens pas avec la posture bonjour, on va acheter ensemble des produits bio, vous allez voir, ça va être génial. Parce qu'il y a un véritable rejet, c'est pas pour nous, c'est pour les riches. Donc il faut trouver d'autres manières de convaincre. Et on en parlait tout à l'heure, c'est le goût. C'est convaincre par le goût. Donc déjà, c'est se faire accepter dans le quartier. Et moi, j'organise juste des dégustations de produits. Je fais goûter aux gens. Puis ils trouvent ce fromage super bon, ce miel, ce petit jus de fruits qui n'a pas le même goût que d'habitude. Et évidemment, ensuite, on doit parler de prix, ce qui est l'un des critères prioritaires. Donc nous, on a fait le choix de vendre tout à prix coûtant. Donc moi, j'achète des produits en grosse quantité, en direct, sans intermédiaire auprès de producteurs, de fournisseurs. Et je fais une sorte d'avance de trésorerie aux habitants des quartiers qui commandent chaque mois les produits dont ils ont besoin et les quantités dont ils ont besoin. L'action se passe dans des centres sociaux, essentiellement, ou dans des locaux bas d'immeubles prêtés par des bailleurs. Et chaque mois, il y a des commandes, une cinquantaine de références en produits d'alimentation, on est en produits d'entretien et d'hygiène. Et les habitants sont acteurs aussi de leur consommation. La contrepartie du prix coûtant, c'est qu'il y a une vraie participation. Donc les moments de distribution, on crée une épicerie éphémère dans ces quartiers et ce sont les habitants qui viennent avec leurs bouteilles, avec leur emballage et c'est eux qui font le passage du vrac au détail. Donc la question de la sensibilisation dont on parlait tout à l'heure, je suis assez partagé parce qu'à la fois c'est des personnes qui ont toujours eu la volonté de mieux consommer, sauf qu'on est dans des quartiers qui sont des déserts géographiques, des déserts commerciaux, pardon, et ils n'ont pas accès. Et même s'ils avaient les moyens d'acheter des produits de meilleure qualité, des produits bio, le premier magasin bio est à 15 km des Minguettes à Vénissieux, par exemple. Et beaucoup de personnes issues de l'immigration ont connu, dans leur pays d'origine, pouvaient consommer des produits naturels, avaient leur jardin, avaient aussi... donc il y a quand même une grosse connaissance dans les quartiers de ces produits-là. Et aujourd'hui, ils ont le choix. Donc moi, je n'ai pas la posture de vouloir changer complètement leur mode de consommation, mais au moins, ils peuvent acheter des produits. On a effectivement des personnes qui sont de familles à alimentation positive, qui viennent faire des courses chez Vrac, des personnes des Restos du Cœur qui viennent aussi faire des courses chez Vrac. C'est un projet qui est ouvert à tout le monde. Donc les gens qui ont les moyens peuvent aussi venir dans les groupements, mais ils sont obligés de venir faire leurs courses dans des quartiers où ils mettent jamais les pieds généralement. Donc ça crée aussi une mixité et les habitants sont fiers de recevoir des habitants qui connaissent pas ces quartiers-là. Donc le côté du goût est super important et le côté du plaisir. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Je vois souvent des interventions nutritionnistes qui nous disent exactement il faut manger 12 grammes d'haricots verts, 22 grammes de poisson, et on oublie toujours ce côté plaisir. Donc on est aussi dans la même démarche, la même dynamique que le GESRA. L'animation, c'est super important. C'est redonner du goût aux gens, leur redonner envie de cuisiner, l'envie de partager. Donc on organise aussi des concours de cuisine où on fait venir des chefs étoilés dans les quartiers qui viennent goûter la cuisine des habitants. On organise des rencontres à la campagne pour renforcer le lien avec les producteurs et puis aussi pour que les habitants puissent se rendre compte par eux-mêmes des process de fabrication et puis ils reviennent aussi avec des nouvelles idées, avec des nouveaux produits à proposer. Moi, typiquement, j'étais au départ parti sur l'accessibilité, donc je cherchais les produits bio les moins chers et c'est plus un critère aujourd'hui. Quand des habitants vont au Moulin Marion, un moulin à côté de Lyon, et qui me disent « Mais attends, ça fait 2 ans que tu nous vends de la farine T65, mais en fait, il y en a plein d'autres. Il y a de la farine de maïs, la farine de sarrasin. » Et maintenant, on a aussi ces produits-là. Ils sont aussi maintenant dans une démarche de chercher des nouveaux produits pour les satisfaire. Donc évidemment, nous, le gros souci, il est plutôt de l'ordre du modèle économique, parce qu'on voit que ça fonctionne. La première année, on vend 50 000 euros de produits, la deuxième, 100 000. Cette année, on va être à 250 000 euros de produits vendus à prix coûtant. Donc nous, derrière, moi, mon job aussi, c'est de trouver des financements pour pouvoir assurer la coordination de ces groupements. Donc on est essentiellement soutenu par des bailleurs sociaux, par la Fondation Carasso, évidemment, que vous devez à peu près tous connaître ici, et la Fondation Abbé Pierre. Et on essaye aussi de générer un peu d'argent par nous-mêmes. Donc je profite de cet instant pour faire un peu de promotion. Et on sort un livre qui s'appelle Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs, qui sort le 11 octobre, où on a suivi 15 adhérentes de VRAC qui nous ont proposé une recette. Donc on n'a pas imposé la recette, on a juste imposé les produits qui sont bio, qui sont pour la plupart locaux. Et on est parti très simplement, elle cuisinait chez elle.
Moi, j'étais présent avec un écrivain, avec un illustrateur, un dessinateur. Et à travers leurs plats, elles nous racontent leur vie, leur immigration, leur quartier et leur consommation. Donc voilà, ça c'est aussi des activités transversales qui nous permettent aussi de générer de l'argent pour pouvoir développer des zones vrac. L'ambition, c'est d'essaimer. Donc là, on a développé une association à Strasbourg, dans 5 quartiers aussi populaires. Et ça démarre aussi à Bordeaux. Ce n'est pas un projet qui coûte extrêmement cher, parce qu'on s'appuie vraiment aussi sur la volonté et l'engagement des habitants des quartiers. Beaucoup, Boris, merci. Dernier élément de cette conférence de presse, je vais laisser la parole tout de suite à Jacques Pior pour dire quelques mots d'un salon très important qui a lieu tous les 2 ans et qui en est à sa 5e édition, qui s'appelle le Salon Tech & Bio, qui réunit tous les acteurs de la bio. Je crois même que le ministre de l'Agriculture en fera partie, mais je te laisse la primeur de l'annonce. Merci Florent, merci à Gérard aussi de me donner la parole. Alors juste une petite rectification, c'est pas la 5e édition, c'est la 6e. Hein, bon, il fallait bien qu'il y ait une petite... voilà. Quoi qu'il en soit, moi je suis chambre d'agriculture. Je suis très impressionné par les deux interventions qui m'ont précédé. Ça me scotche quand même. Et je trouve ça super. Hein. Je sais pas comment moi je peux, même à titre perso, participer à vos trucs, mais c'est vraiment très enthousiasmant. Et donc moi, dans un autre registre, alors moi je n'ai qu'un slide, hein, vous inquiétez pas, je n'ai qu'un transparent, mais je vais l'utiliser le plus longtemps possible. Hein. Non, bon, je déconne. Au niveau des champs d'agriculture, on travaille sur la bio depuis les années, fin des années 70. Même si ça ne se sait pas, les premiers conseillers bio dans les chambres, c'est la fin des années 70. Et évidemment, on a participé au développement de la bio dans nos missions. Hein. C'est l'accompagnement des agriculteurs sur le terrain. Tout ça, ça ne se sait pas, ça ne se voit pas, c'est le quotidien, comme ça peut se faire dans les coopératives, etc. Hein, c'est du travail de fond. Bon. Et en 2007, on a eu l'idée, avec les gens de mon réseau, de monter un salon pour accompagner un salon donc, sur les techniques bio et les techniques alternatives, parce que aujourd'hui on est en 2017, donc ça fait 10 ans. Le salon c'est tous les 2 ans, mais il y avait besoin de développer un discours sur la bio qui soit très prospectif, très constructif et très positif. Si on se resitue dans le contexte du début des années 2000 où la bio, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, c'était très contesté, etc. Donc nous, l'objectif du salon, il y en avait 3. C'était un salon ouvert au bio, bien sûr, mais aussi au conventionnel. Parce que les conventionnels, les agriculteurs conventionnels d'aujourd'hui, c'est les agriculteurs bio de demain. Donc il s'agit effectivement d'avoir un discours consensuel entre les bio et les conventionnels. Et le salon, il est construit sur le transfert des connaissances et des savoir-faire entre les uns et les autres. Il faut que tout le monde se parle. Hein, on ne gère pas le conflit, nous on gère le consensus. C'est comme ça qu'on veut progresser pour avoir une agriculture globalement plus respectueuse de l'environnement et si possible bio. C'est quand même ça l'objectif. Et donc, dans ce salon, qui est assez technique, mais pas que, Florent l'a évoqué plusieurs fois, il ne faut pas oublier que dans l'agriculture biologique, il y a le mot agriculture. Tout commence par l'agriculture. On l'oublie un peu souvent. Hein. Donc nous, on revient sur ce qui est le fond de l'affaire, c'est-à-dire l'agriculture. Et donc le salon s'est présenté sur le plan technique, sur le plan économique, sur le plan environnemental, tous les résultats les plus positifs, les plus performants, qui sont le fait des agriculteurs. Et des fois d'agriculteurs qui sont accompagnés par personne. Je vais pas aller trop loin, c'est la 6e édition, le salon est européen, il est plus qu'européen. Hein. Cette année, il y a plus de 20 pays qui vont être représentés, des pays du Pacifique, le Canada, le Japon, la Finlande, plusieurs pays d'Europe qui viennent, etc. On ne va pas les chercher. Hein. Quand eux, ils tapent sur Internet, où est-ce qu'on parle de salon bio, c'est eux qui nous l'ont dit. Il n'y a pas d'autres salons de ce type-là dans le monde. Donc on a dépassé, on ne le savait pas quand on l'a fait, hein. C'est le fruit de l'histoire. Évidemment, le hasard du calendrier fait qu'on est là aujourd'hui. Je remercie l'agence. Bon, il se trouve qu'on est aussi membre fondateur de l'agence, hein, donc bon, voilà.
Le salon, c'est la semaine prochaine, 20 et 21. Le 19 au soir, à la demande de la ville de Valence qui nous accueille, du lycée agricole, etc., il y aura une soirée grand public qui sera animée d'ailleurs par Denis Chessou de France Inter, qui viendra faire aussi un petit tour au salon, et pas que, hein, puisqu'on a déjà un nombre certain de journalistes. Et comme vous êtes là, je vous invite, si vous ne vous êtes pas encore inscrit pour le voyage de presse, à le faire, il est encore temps. Le voyage de presse, c'est le 19, et dans ce voyage de presse, il y aura la visite de plusieurs exploitations bio et d'une coopérative agricole qui fait du vin bio à Creuse-l'Hermitage, etc. Bon. Non, c'est trop, pas assez. D'accord. Ah ben tu seras présent, tu pourras goûter. Le salon, c'est tous les 2 ans. En 2015, il y avait eu 16 000 visiteurs, donc on espère qu'il y en aura plus cette année. Il y a un thème central sur les phytos. Vous connaissez la problématique pesticides et autres, hein. Donc évidemment, le salon, il est construit avec des cahiers techniques par type de production qui vont donner des indications, pas simplement aux agriculteurs bio, mais aux conventionnels, comment on fait pour essayer de s'en passer. Un peu, beaucoup, pas du tout. Hein, c'est ça le fond de l'affaire. Et évidemment, à l'intérieur, et tu vas y revenir, Florent, il y a un certain nombre de séminaires, dont un séminaire de l'agence bio, mais là, Florent va en parler. Je dois vous dire qu'il y a à peu près une centaine de démonstrations de matériel en 2 jours, toutes productions confondues, que ce soit sur les productions animales ou les productions végétales. Une centaine de conférences, 120 même. Alors c'est des conférences techniques, des conférences économiques, comment valoriser ces produits. On a 60 partenaires, il y en a certains qui sont ici, et évidemment chaque partenaire apporte sa pierre. Ce n'est pas une affaire chambre d'agriculture tout seul, c'est en fait un travail d'équipe, un travail collectif. C'est un peu bio, quoi, hein. C'est la biodiversité dans le salon, et tous nos partenaires sont des membres actifs dans le salon, et chacun y apporte sa pierre. Il y a une journée sur les collectivités territoriales, il y a 7 visites d'exploitation bio. Il y a un point important, il y a ce qu'on appelle les talents tech bio. On recense à chaque fois, il y en a plusieurs, mais on est obligé de sélectionner, d'en retenir, 15 productrices et producteurs bio qui viennent nous présenter, qui sont très performants, avec des résultats techniques, économiques, environnementaux, sociaux, qui sont équivalents ou supérieurs à ce qu'on peut trouver par ailleurs, y compris dans le conventionnel. Donc des gens qui ont des résultats, quand je vois vos interventions, je suis très surpris, mais moi, quand je vois les talents tech bio, c'est des gens qui sortent complètement de l'ordinaire. Donc ça vaut vraiment le coup de venir voir leur parcours, comment ils y sont arrivés. Que vous dire d'autre? Faut venir, quoi. Voilà. Merci Florent, merci Gérard. Merci beaucoup Jacques. Donc pour passer assez rapidement maintenant à la partie des questions, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Oui, puisque Jacques parlait de ces talents Tech Bio, on lancera aussi l'agence bio pendant ce salon, les trophées de l'excellence bio que l'on remettra finalement lors du salon de l'agriculture en février prochain. Donc là aussi une façon de mettre en avant des choses remarquables. Et puis pendant ce salon, le rôle aussi de l'agence bio, ça sera de faire ce qu'on appelle des forums de structuration de filière, qui est très intéressant parce que ça permet de mettre en relation des gens qui ont un projet en bio avec des financeurs, avec des gens qui peuvent les aider à le monter pour faire, encore une fois, on parle beaucoup de structuration de filière, je crois que c'est vraiment primordial d'aller encore plus loin de ce qu'on a déjà fait, et on est en train de discuter fortement avec le ministère de l'Agriculture, qui lui discute du coup avec le ministère du Budget, sur le fait d'avoir des moyens supplémentaires pour continuer à porter ces projets, parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, on est largement dépassé budgétairement par des demandes de projets qui sont tous intéressants et qu'on n'arrive pas à satisfaire, mais voilà, c'est pas vous les bons acteurs pour me répondre à cette question-là, je sais vers qui il faut qu'on se tourne.